Bonjour tout le monde, donc je vais faire une série de vidéos concernant le conflit russo-ukrainien parce que là il y a trop de trucs qui sont dits sur les plateaux TV, mais franchement c'est une honte. Ils sont payés je sais pas combien les intervenants là, et ils racontent que de la merde quoi. Ils passent à côté de l'essentiel, enfin je pense qu'ils passent à côté parce qu'ils savent pas en fait, ils en savent pas plus que vous, vous et moi. Alors pour bien comprendre les guerres modernes aujourd'hui, il faut bien comprendre un truc. Aujourd'hui vous pouvez plus envoyer genre, bon, au Moyen-Âge, jamais une armée a envoyé 200 000 hommes. Hein. Enfin, je pense pas. Je crois que Napoléon, pour la campagne de Russie, il a envoyé 600 000 hommes, je crois. Et à l'époque d'Alexandre le Grand, je sais pas combien d'hommes il avait, peut-être 40 000, je sais pas. Je vais pas vous dire de bêtises, mais 200 000 hommes, je crois que ça s'est jamais fait au Moyen-Âge. Je pense pas. Hein. Je vais pas vous dire de bêtises, hein. Mais j'ai pas, moi, dans toutes les guerres que j'ai étudiées, j'ai pas vu ça. J'ai vu qu'il y a eu à un moment donné, pendant les conflits de révolution, les petites révolutions qu'il y a eu sur les îles britanniques, des fois il pouvait y avoir 40 000 hommes engagés. Mais de façon globale, dans les conflits moyenâgeux, en général, il n'y avait pas plus de 30 000 personnes, en général, grosso merdo, on va dire. Hein. Allez, peut-être 40 000. Alors, 40 000 personnes qui se déplacent, au Moyen-Âge, hein, je vous parle, et qui vont conquérir des terres et des terres, c'était possible à l'époque, et je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'une hache, ça ne se recharge pas. Une épée non plus. Ça s'aiguise, oui, ça s'aiguise, mais ça ne se recharge pas. Et donc, le seul, sur le champ de bataille, qui lançait des projectiles, c'était, à part le lancier, mais bon, lui aussi, il compte pour moi, il allait au contact aussi, le lancier. Mais le seul qui avait des projectiles, c'était l'arbalétrier et l'archer. Et justement, comme ces projectiles, il n'en avait pas non plus à foison, c'était limité. Sur les champs de bataille, il fallait les utiliser à bon escient. C'est-à-dire que l'arbalétrier ou l'archer, vous n'aviez pas le droit à l'erreur à l'époque. C'est-à-dire qu'il fallait les employer à un moment crucial de la bataille. À des moments cruciaux. Sinon, c'était mort. Et vous allez comprendre pourquoi je vous en parle. Parce qu'aujourd'hui, tous nos soldats sont des, comment on appelle ça, en quelque sorte, ils lancent des projectiles, ce sont en quelque sorte des archers. Et donc, de ce fait, toutes les guerres modernes se rapportent à ça, c'est-à-dire que vous devez les utiliser à des moments cruciaux. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, vous ne pouvez pas les faire avancer, ça ne se remplit pas tout seul. C'est pas comme à l'époque, ils avançaient avec leurs chevaux, avec leurs épées, leurs boucliers. Il n'y avait pas besoin de les recharger, il fallait juste ressourcer l'homme. Et les gars pouvaient parcourir comme ça, conquérir des terres et des terres et des terres, forcément. Mais aujourd'hui, ça n'est plus la même chose. Aujourd'hui, c'est pareil. Depuis qu'il y a l'ère moderne, on a bien vu hein, la démesure, par exemple, avec Adolf Hitler. Adolf Hitler, je ne sais pas combien d'hommes il avait dans son armée, je ne me souviens plus. Mais à un moment donné, ça n'a pas tenu parce que Adolf Hitler était un clown. C'était un clown, c'était un boucher, c'était un semi-clown, semi-boucher. Et Adolf Hitler était très mauvais en calcul. Il voulait faire une guerre très rapide, mais une guerre très rapide à 1 contre 10. Je ne sais pas où est-ce qu'il a vu jouer ça. Mais à un moment donné, son armée manquait de tout. Elle manquait de fuel, elle manquait de tout en fait. L'industrie allemande et les industries qu'elles avaient même les industries qu'elles avaient réquisitionnées ne suffisaient plus à la faire. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dans une guerre moderne aujourd'hui, elle ne peut pas s'éterniser. Et quand bien même vous avez un pays avec 160 millions d'habitants, eh ben, quand bien même vous n'allez pas pouvoir armer 1 million de personnes ad vitam aeternam. Pourquoi? Parce que, et je vous explique pourquoi, et ça je l'avais déjà expliqué je crois que je l'avais déjà expliqué, les Russes en ce moment, depuis le début du conflit, ne peuvent engager que, allez, vraiment au mieux de leur forme, 350 000 personnes, soldats sur le front. Sachant qu'un hélicoptère, un tank, les tanks c'est pas le même volume hein, au niveau de l'acier, ça consomme pas pareil au niveau de la poudre, hein, c'est des volumes beaucoup plus gros, ça consomme du fuel. Les hélicoptères c'est pareil, et ainsi de suite. Et le soldat d'assaut déjà lui coûte cher. Et puis il faut le ravitailler, tout ça c'est du fret, c'est de la, comment on appelle ça, c'est de la logistique. Et puis surtout c'est qu'il y a des usines derrière qui doivent produire, les aciéries, toutes les industries pétrochimiques qui ont un rapport direct avec la poudre. Donc tout ça, il y a un débit derrière, il y a un volume qui fait que vous ne pouvez pas avoir plus d'un certain nombre, enfin chaque pays ne peut pas avoir plus d'un certain nombre de soldats, ça servira à rien en fait. Vous allez avoir une armée de réserve, ok, super.
bien, vous avez une réserve. Mais bon, réserve, ça veut dire que vous êtes en train de perdre. Hein. Si vous avez par exemple 300 000 personnes qui sont entraînées au combat et que vous avez derrière 700 000 personnes en armée de réserve, vous êtes un loser hein, en fait. Hein, parce que bon, théoriquement, avec votre armée de 300 000 personnes, vous devez être capable d'arriver à terme de votre guerre, ou alors de pouvoir arriver à faire à négocier quelque chose d'intéressant en fait. Voilà. Mais là, on voit que la Russie, en fait, sur le théâtre des opérations, elle peut mettre grosso merdo vraiment une force de 250 000 hommes. Et on verra si elle peut faire plus. Mais en fait, il faut savoir que si elle met plus d'hommes, eh ben, ça sera au détriment de sa capacité de production. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il y a plus d'hommes qui tirent avec des fusils d'assaut, des tanks et autres, eh ben, ça sera au détriment en fait de comment on appelle ça, c'est la capacité de production qui va être impactée. Donc, plus d'hommes, ça veut dire être obligé de faire plus attention et de viser des points plus stratégiques. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, c'est un équilibre. Et aujourd'hui, moi, quand j'entends les experts de plateau qui disent « Ouais, on va vers un conflit majeur », mais n'importe quoi, la Russie, elle est déjà à genoux, là. Elle est déjà à genoux, elle arrive déjà à terme. D'autant plus que la Russie a fait travailler en économie de guerre des ressources humaines, et ces gens ne sont pas payés à leur juste hauteur. En Russie, vous savez que les entreprises ont le droit ils ont le droit d'invoquer la guerre, par exemple, et ils ont le droit de payer les gens en retard, en fait, avec des semaines, voire des mois de retard. Donc il y a des gens qui vont se retrouver à travailler, qui ne touchent pas leur salaire, ou pas complètement en tout cas. Par exemple, si vous touchez 2000 € ou 2005, eh ben, la Russie a le droit de vous donner que 500 € en fait. Et comme ça, la dette s'agrandit pour l'entreprise. Et vous, vous vous retrouvez à travailler, à vous lever le matin, et puis oui, je travaille pour la gloire, pour la nation. Oui, c'est bien, mais ça dure qu'un temps. Et donc, là où les experts de plateau racontent n'importe quoi aussi, c'est quand ils vous parlent du nucléaire, mais ça j'en reparlerai dans une autre vidéo. En tout cas, la Russie aujourd'hui, elle peut engager que 300 000 hommes, peut-être 350 000 hommes. Après, elle pourra en engager plus, mais ça se fera forcément au détriment du temps long, c'est-à-dire là où elle peut avoir 250 000 soldats sur le théâtre des opérations sur une période beaucoup plus longue, comme je vous l'ai expliqué, si elle en met beaucoup plus, eh ben, c'est la période qui va se raccourcir. Ou en tout cas, ils seront obligés de tirer moins. Vous voyez ce que je veux dire? Ils seront obligés de tirer avec parcimonie. Ils ne pourront plus faire de gâchis. Ils ne pourront plus, comme ça, envoyer des flopées, des marées humaines à l'abattoir. Donc voilà, c'est ça que j'essayais de vous expliquer dans cette vidéo. On ne peut pas aller vers un conflit majeur qui impliquerait la Russie dedans, parce que la Russie, elle est déjà à bout, là. Avec l'Ukraine qui se bat à cloche-pied, avec un œil fermé et une main dans le dos, elle a déjà du mal, la Russie. Donc elle va pas s'engager dans un conflit avec l'OTAN. Ça ne tient pas debout, ni encore moins avec les États-Unis. Voilà, et je voulais vous dire, je voulais vous dire autre chose, c'est que on n'est plus en 1975, on n'est même plus en 1991. Vous vous rendez compte, 91, c'est loin. Même 97, c'est loin. Aujourd'hui, les États-Unis combattent avec parcimonie. C'est fini cette époque où ils envoyaient des hommes comme au Vietnam, c'est terminé. Vous ne le verrez plus jamais, ça. À moins qu'ils se fassent envahir. Mais aujourd'hui, les Américains peuvent neutraliser n'importe quel pays de ce monde en une semaine. N'importe quel pays dans le monde, même la Chine. Hein. La Chine, c'est le seul pays qui pourrait leur opposer une véritable résistance aujourd'hui. Eh ben, la Chine ne tiendrait pas plus de... Allez, franchement, si elle est en forme, elle tiendrait 2 semaines, la Chine. 2 semaines, le conflit durerait 2 semaines. 2 semaines. Les Américains mettraient 2 semaines pour neutraliser la totalité des cibles qu'ils ont déjà enregistrées, en fait. Les Américains, c'est pour ça qu'ils ont le plus grand service de renseignement du monde. Avant même de rentrer en conflit, sur un conflit majeur avec un pays, ils savent déjà où se trouvent ces lampes de lancement. Et le seul point noir, c'est les sous-marins. Mais j'y reviendrai là-dessus. Je referai une vidéo où j'en reparlerai. Mais enfin, faut arrêter d'écouter les gens de plateau. La Russie ne va pas déclencher une 3e guerre mondiale. Elle ne le peut pas. Et personne ne le peut contre les États-Unis aujourd'hui. Et en plus, les États-Unis qui sont appuyés par des pays comme le Canada, tous les pays anglophones, hein, je ne vais pas vous faire la liste, hein, et puis en plus par les grandes puissances européennes. Il faut arrêter de dire des conneries.
faut arrêter de dire des conneries. Moi, je vois les gens là en ce moment qui sont anti-américains et pro-Poutine, qui sont là en train de crier oui, il va déclencher un conflit majeur, ça va partir en sucette et tout. Mais calmez-vous, faut se calmer. Les Russes, ils sont pas cons, les Russes. Et puis le Kremlin, là, s'il continue à faire zigouiller des gens comme ça à tour de bras chez eux, mais vous savez, ils ont pas, enfin, les Américains n'ont pas besoin d'envoyer qui que ce soit ou de payer qui que ce soit pour aller liquider Poutine. Hein. C'est des Russes qui vont s'en occuper. Hein. À un moment donné, les Russes vont en avoir marre, hein, vous savez, de perdre leurs enfants. Hein, pour rien du tout, en fait, pour des conneries. Je voulais terminer cette vidéo là-dessus aussi. Excusez-moi. Je voulais terminer cette vidéo sur le fait que... non, en fait, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, les causes réelles, mais ça, j'avais expliqué dans une autre vidéo pourquoi Poutine a agressé l'Ukraine, pourquoi il a sauté sur l'Ukraine, en fait. Poutine est obligé d'invoquer des raisons nobles, en fait, pour ça. Mais si, je vais vous l'expliquer dans cette vidéo, parce que ça va vite. Poutine, il fait croire qu'il a envahi l'Ukraine pour protéger des populations russophones. Non, non. Parce que les populations russophones, il en a rien à foutre. Regardez comment il envoie les gens à l'abattoir, Poutine, sur le front, là, ukrainien. Et sachez s'il y avait un autre front encore plus intense, il n'hésiterait pas à en envoyer 3 fois plus. Donc c'est pas pour ça. Et puis autre chose, il a un pays gigantesque, Poutine. Pourquoi il les a pas recueillis, toutes ces populations soi-disant maltraitées? Les populations, l'Ukraine ne leur appartenait plus. C'est plus un pays, ça fait plus partie de la Russie. Eh ben, il fallait jouer le jeu jusqu'au fond. Il fallait dire écoutez, c'est vrai qu'on a des populations russophones. Moi, je leur propose de prendre un nouveau départ en Russie. On va leur offrir des terres. Voilà, comme ça, ils seront en sécurité. Ils vont repartir du bon pied. Donc, c'est pas ça. Après, il a dit que c'était l'OTAN, parce que l'OTAN grignotait et se rapprochait trop près de ses frontières. Moi, je vais vous prouver en 2 secondes que c'est pas ça. L'Alaska, c'est l'OTAN, c'est les États-Unis, l'Alaska. L'Alaska n'est pas collé à la Russie. Si, l'Alaska est collé à la Russie, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, au niveau des terres, d'un point de vue terrestre, oui, ça n'est pas collé. Mais quand vous voyez la distance qui sépare le détroit de Bering entre l'Alaska et le Kamchatka, je crois, c'est vraiment peau de chagrin. Hein. Et autre chose, c'est collé parce que les eaux, en fait, les eaux internationales sont tellement fines là-bas, tellement fines, que les eaux russes et les eaux américaines se touchent, je crois, même à certains endroits, par le biais de petites îles. Et il y a 2 îles là-bas, vous avez 2 îles, une île américaine où il y a des Inuits dessus, et une autre île russe, et ces îles sont vraiment très proches l'une de l'autre. D'ailleurs, ces gens-là ils disent que effectivement, il y en a une population qui se dit américaine et l'autre russe, mais pour eux, ils sont de la même population. Je vous invite à aller regarder ça. Donc, quand le Kremlin, il vous raconte qu'en fait, c'est parce que c'est un prétexte fallacieux, ça, le fait. Et autre chose, en 1996, le sous-marin, le Triomphant, il était déjà capable de lancer une ogive nucléaire intercontinentale à 20 000 km de distance avec une marge d'erreur de 20 mètres. Donc, ça, c'était en 96. Donc, vous imaginez aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être collé aux frontières russes pour détruire les Russes, quoi. Enfin, je veux dire, en cas de conflit majeur avec eux, ça ne tient pas debout. C'est n'importe quoi, tout ça. Là, il y a la Suède qui a adhéré à l'OTAN, qui a fait son adhésion à l'OTAN, et alors, et quoi? Et quoi après? Qu'est-ce qu'il y a? Et après, qu'est-ce qu'il y a? Et il n'y a rien. Donc tout ça, c'est des conneries. Et moi, je vais vous expliquer pourquoi la Russie, elle veut l'Ukraine. Parce que elle s'est dit, tiens, si je mets la main sur l'Ukraine, comme c'est des russophones, ils vont être plus faciles à assimiler. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait que le Dniepr, c'est une frontière qui sera effectivement, pour Poutine et pour la Russie, pour eux, ça serait mieux d'avoir leurs frontières, redessiner leurs frontières jusqu'au Dniepr. Mais pas seulement. Pas seulement, parce que s'il le faisait, déjà, le Dniepr représente une frontière naturelle beaucoup plus définie et plus facile à défendre, mais aussi parce qu'elle définit mieux le littoral, en fait. Et de ce fait, ils peuvent prendre une partie du littoral ukrainien, et ensuite, ce littoral, en fait, une fois qu'ils auraient mis la main sur cette partie de l'Ukraine, ils pourraient faire pousser des céréales, parce qu'avec le réchauffement climatique, comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, avec le réchauffement climatique, cette partie de l'Ukraine, en fait, va devenir de plus en plus arable, et ça va être... c'est déjà un des greniers alimentaires du monde, mais de ce fait, ce serait le grenier alimentaire de la Russie, principalement, mais aussi du sud global, parce que la Russie pourrait se servir de ce grenier alimentaire pour arroser le sud global. Et le Dniepr,
peut irriguer en fait tout le Dniepr. Si Poutine arrivait à mettre la main sur sur le Dniepr, enfin sur toute cette partie de l'Ukraine, il pourrait de ce fait irriguer toutes les terres sur lesquelles il a fait main basse et exporter par la mer qui est juste à côté, le littoral, exporter ses denrées vers le sud global. Donc tout ça c'est du business et l'objectif aujourd'hui de Poutine, c'est de se faire passer pour une victime et de faire croire au peuple qu'il envoie à l'abattoir, qui vont faire la guerre, qui vont mourir pour ça, qui meurent en fait pour une juste cause, pour sauver des russophones et pour empêcher l'OTAN, en fait, l'OTAN qui veut du mal à la Russie. Tout ça, c'est des conneries. Ça tient pas debout, ça tient pas debout. Et la preuve en est, je vous apporte une dernière preuve, quand comment on appelle ça, la Russie a envahi l'Ukraine il y a 3 ans. Est-ce que l'OTAN a bombardé la Russie? Est-ce que l'OTAN a envoyé le moindre missile sur la Russie? Non, il ne l'a pas fait. Il y a des gens qui sont de mauvaise foi qui vont me dire si, ils l'ont fait par le biais de l'Ukraine. L'Ukraine, ils ont mis beaucoup de temps à commencer à envoyer des missiles sur la Russie. Ils l'ont fait bien après que la Russie l'ait fait sur eux. Bien après. Bon voilà, je vous quitte et puis j'attaquerai d'autres vidéos pour vous prouver que tout ça, c'est de l'enfumage. Enfin, de la part des... Enfin, ce que je voulais dénoncer dans cette vidéo, c'était les guignols des plateaux TV, en fait. C'est insupportable. Je vous dis à bientôt.